C'est à Paris qu'ils se sont rencontrés, Ignace, Pierre, François et quelques autres. À Paris qu'a grandi leur affection mutuelle et qu'ils sont devenus amis dans le Seigneur. Ils y étaient venus d'horizons très divers pour étudier à l'une des universités les plus prestigieuses de leur temps. Une université alors n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle se composait d'un certain nombre de collèges. Étudiants et professeurs y vivaient à domicile, comme dans un internat. Pour le progrès de leurs études, les étudiants étaient suivis par des répétiteurs qu'on appelait régents. Chacun de ces collèges portait un nom de saint, un nom de fondateur, un nom de ville ou d'abbaye et quelquefois de la région d'où ces étudiants étaient originaires. Collège de Cambrai, collège de Montaigu, collège Sainte-Geneviève, collège Lombard, collège de Sorbonne qui allait donner son nom à l'université La Sorbonne, collège Sainte-Barbe pour collège Sainte-Barbe dans le français de l'époque. En 1525 arrivent dans cette ville deux jeunes gens d'origine très différente. Ils s'inscrivent au collège Sainte-Barbe et se trouvent logés dans la même chambre, l'un devenant, comme nous disons aujourd'hui, le maquisard de l'autre. Tous deux, ils n'ont que 19 ans. L'un s'appelle François de Hassou y Javier. Il est basque, d'une famille noble de Navarre, alliée au roi de France. Lorsqu'il était enfant et déjà orphelin de père, la tour et les fortifications du château familial furent détruites sur ordre du roi de Castille. Ses deux frères ont récemment combattu du côté du roi de France à Pampelune, aidant ce roi à reconquérir le royaume de Navarre. Un certain Inigo de Loyola avait voulu les en empêcher, mais y avait été gravement blessé. L'autre s'appelle Pierre Favre. Il est fils de paysan et originaire de la Savoie, un pays de haute montagne à l'est du lac d'Annecy. Saint François de Sales, qui aura plus tard cette région comme diocèse, dira de ce compatriote qu'il était né dans un petit village, le Villaret, situé entre nos plus rudes montagnes. Enfant, Pierre y avait fait paître le troupeau de son père, mais intelligent et désireux d'étudier, il avait obtenu d'aller à l'école. Un oncle chartreux était ensuite intervenu et lui avait obtenu des lettres de recommandation pour aller étudier à Paris. Il y serait étudiant boursier, pauvre, partageant la chambre d'un étudiant payant pension complète. C'était, disent ses contemporains, un garçon studieux et sérieux, mais aussi charmant et aimable. Nous dirions aujourd'hui qu'il était très sympathique. François, pour sa part, était plutôt joyeux luron. Il préférait de loin l'ambiance estudiantine à l'austérité studieuse des cours et des études. Il aimait les virées nocturnes dans les cabarets et les compétitions sportives sur l'île Saint-Louis, derrière Notre-Dame. Cette île servait à l'époque de terrain de jeu aux étudiants. Mais Pierre avait trop de charme pour ne pas plaire à son compagnon de chambrée. D'origine et de tempérament si divers, ils devinrent très vite de bons camarades et bientôt de vrais amis. Ils vivaient ainsi depuis 2 ans, ensemble dans la même chambre d'étudiants, lorsqu'un beau jour on leur ajouta un nouveau compagnon, pour le moins assez original.
Il n'est pas improbable qu'ils aient déjà entendu parler de ce curieux personnage. Il s'appelait Íñigo López de Loyola. Basque comme François, il appartenait à l'autre camp politique, celui des familles nobles alliées au roi de Castille et donc ennemis du roi de France et de Navarre. Il avait 15 ans de plus que les deux compagnons de chambrée et déjà une vie derrière lui remplie d'expériences et d'aventures. L'éducation qu'il avait reçue était celle que recevait à l'époque un jeune noble qui se destinait à combattre pour son roi et à le servir en temps de paix comme courtisan ou diplomate. Il avait appris surtout comment manier les armes, comment être élégant avec les dames, danser avec les demoiselles et leur faire, comme on dit, la cour. Mais le destin avait frappé ce jeune homme ambitieux qui se croyait appelé à un avenir héroïque au service du roi de Castille, prédestiné à conquérir les cœurs des femmes les plus nobles. 6 ans auparavant, il avait cru que son heure était venue d'entrer dans la gloire. Commandant, chargé de défendre la forteresse de Pampelune contre une invasion du roi de France, il avait, quand tout était perdu, continué à résister, jusqu'à ce qu'un boulet de canon lui brisât les 2 jambes. Les Français eux-mêmes avaient été tellement impressionnés par son courage qu'ils lui firent l'honneur de l'escorter jusqu'à sa demeure ancestrale, où un autre roi l'attendait. Ce fut un pénible calvaire de 15 jours, par monts et par vaux, au bout duquel il arriva en piteux état dans la Casa Torre familiale, la maison Tour, près du village d'Aspeitia. Là, il allait dans un premier temps s'acharner sur une jambe mal remise qui l'empêcherait désormais de mettre de belles bottes de gentilhomme et qui plus est ferait de lui un estropié, un boiteux. Suivirent de longs mois de souffrance, d'ennui, de confrontation avec lui-même et avec les sentiments contradictoires qui l'agitaient. D'une part, l'attrait du succès dans le monde, et d'autre part, un attrait de plus en plus irrésistible de Jésus-Christ, qu'il apprit à mieux connaître en lisant dans 2 livres pieux que sa belle-sœur lui avait donnés. Il sortit finalement de cette retraite forcée avec une légère claudication, mais avec un cœur et un esprit complètement transformés. Il mettrait désormais son désir de briller au service d'un roi très différent de celui qu'il avait servi jusqu'alors. Un roi qui appelait à conquérir le monde pour la plus grande gloire de Dieu. Tout d'abord, il se fera pèlerin et partira en Palestine. Il accomplira son service là même où ce roi avait jadis vécu, marché et enseigné ceux qui avaient choisi de le suivre. Il travaillera à la conversion des infidèles et mourra, s'il le faut, en martyr. Cela se passe en 1521, l'année où, près de 2000 kilomètres plus au nord, dans la ville de Worms, en Allemagne, un jeune moine du nom de Martin Luther fut définitivement exclu de l'Église romaine. Luther s'obstinait à vouloir réformer l'Église. Ignace commençait par réformer sa propre vie. En route pour Barcelone, où il va s'embarquer pour l'Italie et la Terre Sainte, il s'arrête à l'abbaye bénédictine de Montserrat. Il veut se confesser et déposer ses armes de chevalier aux pieds de Notre-Dame, la nouvelle dame de son cœur. Il y restera près d'1 an, vivant en mendiant et ermite près de Manresa, à l'ombre du Montserrat, montagne aride et escarpée, près d'une petite rivière, le Cardonner, le long de laquelle il recevra sa plus grande lumière.
De longs mois de retraite, de pénitence et de prière, durant lesquels il apprend que la sainteté ne se conquiert pas à force d'obstination volontaire, mais se reçoit de la grâce et de l'amour de Dieu. Qu'à cette grâce, il faut se rendre disponible en se mettant à l'écoute de Jésus. Toujours apprendre, dira-t-il, toujours apprendre à mieux le connaître afin de mieux l'aimer, de le suivre, afin de découvrir ce que Dieu veut vraiment que je fasse de ma vie. Ainsi l'y invite la lecture de l'imitation de Jésus-Christ, un best-seller de l'époque. C'est là qu'il se met à consigner dans un petit cahier le fruit de son expérience, de sa prière et de ses intuitions. Car il veut aussi aider les âmes, c'est-à-dire aider d'autres personnes à se réformer de la même manière en mettant de l'ordre dans leur vie. Ces exercices sont une manière de préparer et de disposer l'âme pour écarter de soi tous les attachements désordonnés. Et puis, quand on les aura écartés, de chercher et de trouver la volonté divine dans l'organisation de sa vie. Le voyage programmé à Jérusalem aura finalement lieu un an plus tard que prévu, de février 1523 à février 1524, date de retour du pèlerin à Barcelone. En septembre 1523, il est à Jérusalem. Les temps sont difficiles. Les relations avec les Turcs, maîtres de la Palestine, sont mauvaises. Les franciscains, gardiens des lieux saints, ne permettent à aucun pèlerin de rester. Durant tout leur séjour, les pèlerins sont sous surveillance étroite. Malgré ces astuces, Inigo ne parvient pas à y échapper. Il est conduit de force au bateau et réexpédié en Occident. Mais il n'est pas homme à laisser tomber les bras. Déjà sur le bateau de retour, des nouveaux projets se font jour dans son esprit. L'ancien homme d'action a découvert qu'un bagage intellectuel est indispensable au service de son nouveau maître. Il retournera donc sur les bancs de l'école pour y apprendre le latin, la langue des intellectuels de l'époque. Il a 33 ans. D'abord à Barcelone, ensuite dans les universités castillanes d'Alcalá et de Salamanque, il perfectionnera ses connaissances et grammaire et lettres latines. Mais ce cœur bouillonnant du zèle des âmes ne peut s'empêcher de s'entretenir avec d'autres de son expérience spirituelle. Ce qui est très mal vu dans un pays et des villes universitaires où rôdent les idées nouvelles et subversives en provenance d'Allemagne, où foisonnent aussi toutes sortes de sectes d'illuminés. De 1525 à septembre 1527, il fera plusieurs séjours en prison et devra par 4 fois se présenter devant un tribunal ecclésiastique. Comment, dans ces conditions, faire des études sérieuses? Il ira donc étudier ailleurs, loin des tracasseries de l'Inquisition espagnole. C'est ainsi qu'il arrive à Paris en septembre 1527. Pierre et François y sont depuis 2 ans, et Pierre est déjà bachelier ès lettres. Ignace s'inscrit au collège de Montaigu, de l'autre côté de la rue, en face du collège Sainte-Barbe. Il prend logis à l'hôpital des pauvres et continue de vivre en mendiant dans les rues de Paris. Il serait étonnant que François et Pierre n'aient pas eu vent de l'étrange comportement de ce vieil étudiant basque du collège d'en face. Cet original au nom barbare d'Inigo ou Eneco, qui se fait appeler désormais d'un nom latin, Ignatius, nom qui n'avait rien de commun avec son nom basque, mais faisait bien
dans ce milieu international où l'on parlait latin. Montaigu était un collège exigeant pour les études. Ignace est resté suffisamment réaliste pour comprendre que la mendicité n'est pas le mode de vie idéal d'un étudiant désirant faire des progrès. Pratique, il profite de ses vacances pour aller à Bruges en Flandre, rendre visite aux riches marchands espagnols. En 1531, il poussera même jusqu'à Londres. Il en revient la bourse si bien garnie qu'il pourra aider aussi d'autres étudiants pauvres. L'argent deviendra un moyen, non pas pour s'attirer des amitiés opportunistes, mais un moyen supplémentaire de prouver son affection à ceux qui sont attirés par le rayonnement naturel de sa personne. Ceux qui l'ont côtoyé à l'époque diront de lui qu'il avait les yeux qui riaient et qu'il était toujours prêt à leur rendre service, soit en partageant avec eux son argent et ses provisions, soit en cherchant pour eux des places rémunérées d'enseignants et de répétiteurs. C'est donc ce curieux personnage qui fait irruption un beau soir ou un beau matin dans la chambre de nos deux amis. Afin d'obtenir un diplôme de bachelier ès arts, il a décidé de traverser la rue et de prendre logis au collège Sainte-Barbe. Nous sommes en octobre 1529. Il a 38 ans. Ses deux compagnons avec lesquels il partagera la chambre en ont chacun 23. Ils sont déjà beaucoup plus avancés dans leurs études. Le maître sous la conduite duquel Ignace devra étudier décide d'ailleurs de le confier à Pierre Fabre pour qu'il soit son répétiteur. Le déclic de sympathie mutuelle entre Ignace et Pierre fut presque immédiat. Voici comment Pierre parlera plus tard de cette rencontre mémorable dans son journal intime. Le 10 janvier 1529, à 23 ans, je devins bachelier ès arts. Cette année-là, Inigo entra au collège Sainte-Barbe, dans la même chambrée que nous. Que soit à jamais bénie cette rencontre ménagée par la souveraine Providence. Car après qu'elle eut elle-même disposé que j'instruirais ce saint homme, il s'ensuivit des relations d'abord superficielles, puis intimes avec lui, et ensuite une vie en commun où nous avions à deux la même chambrée, la même table et la même bourse. Il finit par être mon maître en matière spirituelle, me donnant règles et méthodes pour m'élever à la connaissance de la volonté divine. Nous en vînmes à ne faire plus qu'un de désir et de volonté, dans la ferme résolution de mener la vie que nous menons aujourd'hui. Ignace mettra par contre 5 ans à gagner la confiance de François, basque comme lui, mais son ennemi navarrais. Ignace avait l'art de s'attirer des amitiés et de les fonder en profondeur, comme en témoigne Pierre. Il émanait de sa personne un rayonnement indéniable qui attirait et inspirait confiance à quelqu'un qui souhaitait vivre d'une manière moins superficielle et qui cherchait à donner à sa vie un fondement solide. Dans ce milieu étudiant, où les relations superficielles se nouaient et se dénouaient au rythme des nuits de beuverie et de plaisirs faciles, Ignace réunissait autour de lui des compagnons qui nouaient entre eux des liens d'amitié plus solides, basés sur d'autres valeurs que les réjouissances estudiantines dans les cabarets
et sur les terrains de sport. Plus âgé que ses compagnons d'études, il était homme de bons conseils, il parlait d'expérience. Pour ces jeunes gens, loin de chez eux, dans un milieu très différent de celui dans lequel ils avaient grandi, il était un soutien, une sorte de grand frère. Un frère aîné qui avait déjà parcouru le monde, qui connaissait la vie. Il avait vécu à la cour de puissants fonctionnaires d'État. Il avait été chargé de missions diplomatiques, avait commandé à des soldats, avait fait preuve de bravoure en défendant une forteresse, avait été un grand blessé, était allé à Jérusalem. Il avait de quoi entretenir ces jeunes gens pendant les moments de détente. Et avec ça, il ne fallait pas le prendre pour un dévot ou un pieux illuminé. Les compagnons de Paris racontent comment à l'initiative d'Ignace, ils se rejoignaient dans leur chambre, chacun apportant de quoi manger et boire pour la circonstance. Comment ils partaient en excursion et allaient pique-niquer en pleine campagne en dehors des murs de la ville, à Saint-Germain-des-Prés ou sur la butte de Montmartre. Comment ils traversaient en barque la Seine pour aller encourager François dans ses compétitions sur l'île Saint-Louis. C'est ainsi finalement qu'Ignace réussira en diplomate infatigable du Christ, sa plus grande conquête, celle de François de Hassou et Javier. Entre-temps, le groupe s'agrandit. Ignace est rejoint par un jeune Portugais du nom de Simon Rodrigues. Ce dernier était arrivé à Sainte-Barbe en 1527. Il n'avait que 17 ans. Il habitait à l'étage inférieur. Grand, enjoué et même à ce qu'on dit espiègle, il était bon camarade. Mais une conversation avec Ignace au hasard d'une rencontre sur le palier donne à sa vie une autre tournure. Deux autres jeunes gens viendront encore se joindre au groupe. Ils sont originaires de Castille. À Alcalá, ils ont entendu parler d'Inigo et sont venus à Paris pour se mettre sous sa direction. L'un répond au nom de Diego Lainez. Il a 21 ans. Il est d'origine juive. Son ami, Alphonse Almeron, petit génie de 17 ans, sera le benjamin du groupe. Les deux nouveaux reconnaissent Ignace en pleine rue à cause du signalement qui leur avait été donné à Alcalá. Ignace s'arrange pour les faire inscrire aussi à Sainte-Barbe. Finalement, pour clore, cette série des premiers 7 compagnons qui se diront amis dans le Seigneur vient s'ajouter encore un Castillan du nom de Nicolas Bobadilla. En 1533, à 25 ans, celui-ci arrive à Paris, désireux de se perfectionner en langue, mais il est sans le sou. On lui conseille de s'adresser à Ignace, qui lui trouve un poste d'enseignant. De ce premier groupe, Diego Lainez témoigne. Pendant l'année, à certains jours fixés, nous allons prendre le repas, les uns chez les autres, en apportant chacun nos provisions. Je crois que tout cela, auquel il faut ajouter de fréquentes visites mutuelles pour réchauffer notre ardeur, nous aida beaucoup à tenir bon. On aimerait savoir de quoi ils s'entretenaient entre eux durant ces rencontres. L'Europe était en pleine ébullition, tant militaire que religieuse. Les idées nouvelles protestantes s'infiltraient partout avec une grande rapidité et le milieu parisien en était infecté. En 1527, un étudiant se fait brûler sur le bûcher pour hérésie. Il n'est pas étonnant que nos amis ont souvent à la bouche le mot de réforme.
Mais curieusement, on ne perçoit pourtant chez eux aucune trace de critique négative des milieux d'église, ni de discussion doctrinale qui allait bientôt creuser le fossé entre l'église romaine et la réforme protestante de Luther et de Calvin. On ne les perçoit que de manière indirecte et toujours sur fond de conversion personnelle. Ignace entraîne ses compagnons à assister à la messe, à communier fréquemment, à se confesser. Mais il les marquera surtout en donnant à chacun en leur temps ses exercices spirituels de 30 jours, afin qu'ils apprennent à aimer davantage et à se distinguer au service total de leur Seigneur et Roi. François sera le dernier à les faire en septembre 1534, après les vœux de Montmartre. Cette année 1534 fut en effet décisive. Le 15 août, au petit matin, les amis traversent la Seine et les rues déjà animées de Paris, du Paris de la rive droite. Ils sortent de la ville par la porte Montmartre et gagnent à travers les vignes la petite chapelle des Martyrs en haut de la colline. Pierre Favre, qui est le plus avancé dans les études et a été ordonné prêtre récemment, dit la messe. À la communion, il se retourne et à tour de rôle, avant de recevoir l'hostie, chacun promet de vivre après ses études en pauvreté et chasteté évangélique et fait vœu de partir à Jérusalem en pèlerinage. Comme les temps sont incertains et qu'Ignace est prévoyant, ils y ajoutent qu'au cas où il leur serait impossible d'aller à Jérusalem, ils iront à Rome pour se mettre à la disposition de celui qui représente le Christ sur terre et qui, comme le dira Favre, connaît mieux que quiconque les besoins de l'Église. Le pape pourra les envoyer où il jugera qu'ils rendront le meilleur et le plus grand service. Après la cérémonie, ils font ensemble un joyeux déjeuner sur l'herbe en partageant avec leurs provisions leurs rêves d'avenir. Entre-temps, comme le dit Laïnès, le Seigneur les aida dans leurs études pour y faire des progrès satisfaisants. En mars 1535, Ignace accède au titre de maîtrésard. Les compagnons parleront toujours de lui en utilisant ce titre, plein de respect pour leur aîné, Maître Ignace. Muni de son diplôme, Maître Ignace fait sans tarder contrôler ses exercices spirituels sur leur orthodoxie et se voit enfin lavé de tout soupçon d'hérésie par les docteurs de l'Université de Paris. Mais déjà en avril, à peine 6 mois après les vœux de Montmartre, Ignace doit quitter Paris. Les médecins lui conseillent d'aller respirer l'air natal pour guérir des violentes crises de bile qui le font souffrir. Conséquence de ses excès de pénitence à l'époque de son séjour à Manresa. Il confie le groupe aux soins de son ami Pierre et rendez-vous est pris au printemps de 1537 à Venise, le port d'où partaient les bateaux pour la Terre Sainte. Le charme attrayant de Pierre remplace Maître Ignace efficacement. Comme Simon Rodriguez en témoigne, il possédait l'art d'attirer vivement à l'amour de Dieu tous ceux qu'il abordait. Et en effet, 3 nouveaux étudiants rejoignent le groupe. Claude Jailly, fils de fermier savoyard comme Pierre, Paquier Broet, dit aussi Pascaz Broet, un vigoureux paysan de Picardie, région du nord de la France, et Jean-Baptiste Codure,
fils d'un notaire d'une petite ville de Provence. Il apporte au groupe d'amis toute la saveur de l'esprit provençal.